Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 12 mars 2026. Je rentre de Paris où j'ai fait une émission avec Mike Borowski de Géopolitique Profonde. Nous avons fait une très bonne émission, je crois qu'elle va avoir beaucoup de succès. Récemment, nous en avions fait une en septembre qui avait démarré avec 30 000 vues le premier jour et qui est maintenant à 335 000 vues, avec beaucoup de remerciements et de commentaires. Et donc, aujourd'hui, nous sommes maintenant à un moment où on commence un petit peu, pour certains, commence un peu à voir comment les événements vont s'orienter. Et tout à l'heure, je vais vous lire un discours qui a été prononcé par un professeur iranien, le professeur Marandi. C'est à mon avis un discours très important et nous donne vraiment les explications qui vont faire comment va se dérouler la guerre. Et donc, je dois dire que nous baignons en Europe dans un climat de propagande et de mensonges, tout ça bien sûr orchestré par le lobby de la finance et surtout qui dirige et possède tout le lobby médiatique, et nous sommes très loin de la réalité, mais la réalité va s'imposer à tous et dans très peu de temps, les Français vont se rendre compte d'une façon indirecte les conditions économiques et sociales que nous allons vraiment rentrer dans une guerre longue et difficile pour beaucoup. Alors, je vais reprendre, j'ai pas eu le temps, vous voyez, je rentre de voyage, j'ai pas eu le temps de préparer dans le détail, je vais donc avoir recours pour essayer de vous donner des informations précises à des notes, et je vais souvent devoir lire quelques passages pour être cohérent. Et donc, on va dire que la situation dans quelques semaines va être comparable à celle que les Français ont connue pendant la Deuxième Guerre mondiale entre 1939 et 1945. Je conseille d'ailleurs à ceux qui me regardent de revoir, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, un film tout à fait extraordinaire qui s'intitule « La traversée de Paris », un film avec Jean Gabin, Bourvil et Louis de Funès. Il a été réalisé par Claude Autant-Lara, un homme d'un talent exceptionnel, un peu comme Louis-Ferdinand Céline, mais qui a eu le tort, dans les années 75-80, de rentrer dans un parti politique qui était détesté par les médias, qui s'appelait le Front National, et donc qui a été élu sur cette liste député européen avec Jean-Marie Le Pen. Comme cet homme était très âgé, il était le plus âgé de la salle des députés européenne. Il était donc convié à prononcer le discours d'inauguration. Et lorsqu'il s'est installé à la tribune, cet homme qui avait plus de 90 ans, je crois, a pu constater que la moitié de la salle a quitté l'audience pour protester par rapport à son appartenance de parti. Donc c'était vraiment une preuve que ces gens-là ne sont pas capables d'accepter la démocratie. Cet homme était élu régulièrement d'une façon démocratique. En plus, c'était quelqu'un d'extrêmement talentueux, comme l'était d'ailleurs Louis-Ferdinand Céline, mais le lobby de la finance avait décidé de le châtier en quelque sorte. Et bien là, ce film raconte très précisément comment la France a vécu pendant cette période, avec cette période de rationnement, de grandes difficultés de trouver de la nourriture, de trouver les choses les plus élémentaires, le savon, l'huile, tout ça. Eh bien, maintenant,
on va être confronté à cette situation, mais avec une puissance 10. Pourquoi? Parce que la France d'aujourd'hui n'est plus du tout celle de 1939 et de 1945. À cette époque, il y avait encore une organisation sociale avec une répartition de la population où les gens vivaient en grande partie à la campagne ou dans des petites villes et où tout le monde arrivait plus ou moins à s'approvisionner. Aujourd'hui, la France, ça n'est plus ça. C'est une concentration de population dans la région parisienne, dans la région lyonnaise, avec des gens qui vivent les uns au-dessus des autres et les uns contre les autres. Et donc, lorsque les camions qui transportent la nourriture vont cesser de rouler pour aller dans les hypermarchés, on va être confronté à une situation, quelque chose qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Donc ça, c'est un point qui est important d'aborder. Vous savez, alors là aussi, je voudrais dire que il y a quelques mois, j'ai réalisé 3 vidéos, je crois que c'était les 3 dernières, et déjà le 18 janvier 2026, j'annonçais tout ce qui vient de se dérouler, c'est-à-dire l'attaque d'Israël sur l'Iran, etc. Alors, on nous raconte, vous savez, nous sommes vraiment dans une campagne de propagande médiatique et avec à la tête des États-Unis un espèce de camelot, quelqu'un qui ne s'exprime que par slogan. C'est un vrai camelot qu'on pourrait placer sur les marchés pour vendre des cravates, mais qui est incapable de formuler une pensée profonde, une pensée construite, quelque chose qui nous permettrait de voir les événements avec une perspective. Non, ça, c'est pas du tout dans son truc. Alors, il a été choisi par les PAC, il a été mis, je l'ai déjà écrit dans mon livre en 2022, que cet homme serait mis à la tête des États-Unis avec leur système d'élections complètement bidon, qui sont maintenant des élections qui appartiennent à la finance, puisque quand vous êtes capable de mettre 270 millions de dollars, vous obtenez l'élection 270 millions de dollars dans la campagne publicitaire. Vous êtes capable à ce moment-là d'obtenir un sénateur, et tous les sénateurs qui sont dans la Chambre du Sénat, les 100 sénateurs aux États-Unis et les représentants, ont tous été élus avec l'argent et par l'argent de l'EPAC, et donc sont aux ordres de l'EPAC. Et c'est cette organisation sioniste qui a déclenché la guerre au Moyen-Orient, et dans quelque temps, toute l'Europe va subir les conséquences. Les conséquences qui ne remontent pas d'ailleurs uniquement à ce déclenchement de l'attaque. L'Europe est complètement vassalisée aux ordres du lobby de la finance américain, mais nous avons aussi, nous, en France, le lobby de la finance qui dirige le pays depuis 1969, date de l'arrivée au pouvoir de Georges Pompidou, qui, il ne faut pas l'oublier, était directeur général de la banque Rothschild. Aujourd'hui, on a son successeur à la tête du pouvoir. Et donc, ces gens-là, oui, sont dans des organisations et ne s'occupent pas du tout de l'intérêt profond du pays. Eux, ce qu'ils pensent, c'est l'intérêt de ces groupes financiers. Et donc, ils ont, depuis très longtemps, préparé aussi bien la guerre en Ukraine, avec une tentative qui a complètement échoué, celle de déséquilibrer le pouvoir russe pour pouvoir s'emparer de cet immense territoire, le diviser en 5 pays. Bon, ça, on en parlera un peu plus tard, mais ça a échoué. Et donc, les problèmes que nous allons rencontrer maintenant démarrent, si on veut, en 2008
à partir du moment où il y a une acceptation de choses qui sont inacceptables. Quand on fait un peu plus... Alors ensuite, on a une autre étape, c'est 2014. Il y a eu les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés, où François Hollande, un élu aussi du lobby de la finance, et Angela Merkel ont, menti aux Russes pour leur faire croire qu'il y aurait des accords. Eh bien, tout ça démarre là. Et maintenant, on va payer l'addition. Pourquoi ? Parce que la lâcheté des Européens a permis la destruction du gazoduc, des 2 gazoducs qui alimentaient l'Europe en arrivant en Allemagne depuis la Russie. Et donc, ils n'ont pas été capables en 3 ans de réparer ces tubes parce qu'ils sont soumis mais vraiment à genoux devant les Américains. Et donc maintenant, voilà que l'autre source de gaz qui alimente toute l'industrie est coupée dans le détroit d'Ormuz, puisque c'est le Qatar qui liquéfie le gaz et qui approvisionne nos industries. Et maintenant, voilà la deuxième source qui est coupée. Alors là, oui, on va commencer à comprendre, parce que nous allons avoir une cascade de faillites en France, une cascade de faillites qui sera due par un manque d'énergie et surtout par un manque de matières premières, par une augmentation des prix. Et donc, voilà où nous en sommes. Les petites lâchetés finissent toujours par se payer à un moment. Alors, je vais reprendre quelques notes pour... Là, je viens de vous parler de la situation économique et sociale. Inutile de vous dire que les gens qui vivent dans les beaux quartiers, dans le 16e, notamment peut-être 22 avenue Hoche, il doit y avoir de nouveaux occupants par rapport à l'ancien qui s'appelait Epstein. Eh bien, ces gens-là vont certainement avoir la surprise de voir dans quelque temps débouler des hordes venant de la banlieue pour s'approvisionner dans leurs réserves alimentaires. Alors, voilà. On va regarder quelque chose. Je vais essayer de retrouver quelques notes, puisque là, on est un petit peu dans l'improvisation. Oui, je vous disais qu'on est... Alors, on va revenir, si vous voulez, sur une situation... Tout à l'heure, je vais vous lire le discours que j'ai trouvé tout à fait exceptionnel, très très fort, du professeur Marandi. Et vraiment, là, on va voir comment les choses vont se dérouler. Et comme nous sommes dans une campagne de propagande où les gens sont complètement en dehors, non pas de la vérité, mais de la réalité, eh bien, ils n'imaginent pas du tout comment les choses vont se passer. Je vais essayer d'apporter un éclairage là, à travers moi les expériences que j'ai vécues depuis très longtemps, et donc la connaissance de tout ce Moyen-Orient que je connais bien. J'ai installé pas mal de tubes pour transporter le pétrole en Oman, en Arabie Saoudite, et je connais tous ces pays. Et donc, je vais dire un petit truc, si vous voulez. En 1955, qui aurait cru que l'armée américaine serait obligée d'abandonner le Vietnam après avoir perdu des milliers de soldats au cours d'une guerre qui aura duré plus de 20 ans? Comment expliquer que l'armée la plus puissante du monde, à l'époque, a été battue par une armée qui ne possédait ni avions, ni hélicoptères, et pas de chars d'assaut, rien? Eh bien, cette explication, elle est très claire. Elle réside en un seul mot, et ce mot, c'est détermination. La détermination du peuple vietnamien à expulser les troupes américaines de leur territoire s'est transformée par une défaite totale d'une armée qui possédait tout le matériel de l'époque disponible et qui a utilisé des moyens affreux comme les bonbons napalm et l'agent orange qui a tué des centaines de milliers de personnes.
ils ont été quand même obligés de quitter le territoire. Et pourquoi je fais référence à ça? C'est parce que tout à l'heure, quand je vais lire le discours du professeur Marandi, j'ai retrouvé dans ses paroles la détermination des chefs politiques de l'époque qui étaient des Vietnamiens, on les appelait également des Indochinois, et je suis convaincu en ce qui me concerne qu'ils vont atteindre tous leurs objectifs et que nous sommes partis pour une guerre, une vraie guerre qui va durer des mois et les gens ne sont pas préparés mentalement à cela. Alors, en dehors de l'utilisation des armes nucléaires, les Américains et les Israéliens n'ont aucune chance de gagner la guerre qu'ils ont engagée. Je répète, aucune chance. Les Iraniens se sont préparés pour une guerre qui peut durer des années. Les Israéliens se sont organisés pour une guerre de quelques jours. C'est leur spécialité. On a parlé de la guerre des 6 jours, là on nous parle de la guerre des 12 jours, mais tout ça c'est du spectacle, c'est la guerre spectacle avec des moyens médiatiques, avec des moyens matériels énormes. La vraie guerre, c'est les guerres que nous avons connues, 14-18, avec des milliers de personnes qui sont, des millions qui sont mortes dans les tranchées, qui ont souffert. Ça, c'était une vraie guerre, et malheureusement, là, on est parti, et alors on nous cache, bien sûr. Alors, vous savez, j'ai cette chance de pouvoir suivre des anciens de la CIA ou des anciens colonels de l'armée américaine qui, eux, sont en contact avec des personnes en activité actuellement au sein de l'armée américaine. Et donc, à partir de ces informations que j'ai, je peux faire des analyses, des recoupements et communiquer dans mes petites vidéos des choses que l'on ne trouve pas ailleurs. Alors, je peux vous dire que on nous a parlé de 4 Américains tués. Alors, une chose est sûre, c'est qu'il est beaucoup plus facile de dissimuler des morts que de dissimuler des blessés. Or, quand on sait ça, eh bien, on comprend un peu mieux la situation. Actuellement, je sais qu'il y a dans les bases américaines en Allemagne, les hôpitaux qui ont fait venir tous les volontaires, et même ceux qui ne l'étaient pas d'ailleurs, pour stocker du sang. Ils s'attendent, il y a déjà beaucoup d'arrivées de blessés, et donc il doit y avoir dans les bases américaines beaucoup de blessés. Forcément, il y a forcément des morts. Et donc tout ça, on le découvrira beaucoup plus tard, puisqu'actuellement, on est dans une situation de propagande et de mensonge. Alors, je reviendrai tout à l'heure, mais reviendrai sur des choses, mais là, je vais vous lire la déclaration du professeur Marandi, du 10 mars 2026. Alors, j'ai fait la traduction pour pouvoir vous la lire, et vraiment, je l'ai fait d'une façon, je pense, très précise. Alors, voici ce qu'il déclare. Nous n'accepterons plus de bases militaires dans la région, cela doit changer. Nous n'autoriserons plus les États-Unis et le régime israélien d'être en mesure de nous menacer encore. En d'autres termes, les Iraniens vont continuer la guerre jusqu'à ce que les États-Unis et les pays occidentaux reconnaissent que attaquer l'Iran n'est plus une option. Maintenant et plus jamais. Alors cette guerre n'est pas près de s'arrêter avant longtemps. À moins que l'autre partie capitule. L'Iran n'acceptera plus que des familles arabes dirigeantes accueillent des bases militaires américaines qui peuvent nous blesser. Ces familles
devront payer une compensation pour les dégâts et les meurtres qui ont été perpétrés. Pas une de ces familles n'est innocente. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats d'Arabes Unis, le Bahreïn, Koweït, Oman, aucune de ces familles ne sont innocentes. Toutes ont accueilli des bases militaires américaines qui ont été utilisées pour attaquer l'Iran. Toutes ont été utilisées pour tuer des Iraniens. Et pas seulement des Iraniens, elles ont été utilisées pour tuer des personnes au Yémen, elles ont été utilisées pour tuer des personnes au Liban de différentes façons. Alors cette guerre finira avec un changement des équilibres de pouvoir dans la région. Les forces de résistance n'accepteront plus d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Cette menace doit être brisée et elle sera brisée. Voilà le discours du professeur Marandi. Et je dois dire que j'ai trouvé que chaque mot était pesé. C'est un homme qui a fait ce discours, à mon avis, en ayant concerté et avec l'accord forcément de tout le gouvernement iranien. Donc maintenant, nous voyons clair. Nous savons que tout ce qu'on nous raconte à la télé, ils n'ont plus de missiles, ils n'ont plus de ceci. On a eu un mensonge énorme. Vous savez que les Américains, et d'ailleurs ça vient peut-être aussi d'Israël, ont quelquefois des informations qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas contrôlées, puisqu'on agit dans l'improvisation. Et donc il y avait un bâtiment en Iran qui avait été occupé par des militaires iraniens, probablement des gardiens de la Révolution, il y a une dizaine d'années. Et puis ces bâtiments, ont été modifiés et accueillaient depuis plusieurs années un lycée de jeunes filles et également d'une école primaire. Et donc, comme ils n'ont pas mis à jour leurs fiches de renseignement, des missiles ont été envoyés sur cette école et ont tué 173 jeunes filles en Iran. Les journalistes ont posé la question à Donald Trump, comment se fait-il qu'il y a eu des missiles américains qui ont tué toutes ces écolières qui étaient dans ces bâtiments. Et donc, Donald Trump ne savait pas trop quoi répondre. Il avait le Pete Hegseth qui était derrière lui. Et Pete Hegseth a dit « C'est les Iraniens qui ont tiré des missiles ». Et donc, Trump a repris « Ah oui, c'est les Iraniens qui ont tiré ». Et Pete Hegseth a ajouté « Ils n'ont pas du matériel très précis, vous savez ». Et Trump a réenchéri « Oui, c'est du matériel qui n'a pas du tout la précision des Américains ». Oui, tout ça, c'est de la propagande, c'est des mensonges. C'est pas quelque chose qu'ils pourront raconter très longtemps. On connaîtra la vérité comme on a connu la vérité sur l'assassinat des marins qui étaient sur le bateau USS Liberty, 34 morts, 173 blessés, le 8 juin 1967, par une attaque de l'armée israélienne, de l'aviation israélienne et de la flotte israélienne, un assassinat qui avait été programmé, préparé sous faux drapeau avec l'accord du président Lyndon Johnson. Et lorsque la guerre a basculé, et ce bateau était destiné à être coulé, c'était un bateau, le cargo de l'USS Liberty a été envoyé sur place avec aucun armement, simplement pour se mettre au large de l'Égypte et écouter les conversations téléphoniques et situer les positions militaires des Égyptiens. Ils avaient eu l'idée que si ce bateau était coulé en pleine mer,
ça obligerait l'armée américaine à intervenir. Et c'est sous ce prétexte qu'ils ont organisé cette affaire. Et ensuite, lorsque ce bateau a réussi à rejoindre l'île de Malte, eh bien, là, on a menacé les survivants. Il y avait 273 marins à bord, qui étaient uniquement des gens techniciens pour faire des écoutes, réaliser des rapports, etc. On les avait envoyés ils ont été sacrifiés pour obtenir l'engagement de l'armée américaine auprès d'Israël si les affaires avaient mal tourné. Les choses ont tourné autrement. Israël a réussi à prendre le dessus dans cette guerre qu'il faut rappeler que c'était une guerre préventive contre la Syrie, contre la Jordanie et contre l'Égypte. Et donc l'armée américaine n'a pas eu à intervenir, mais les plans avaient été préparés plusieurs mois à l'avance. Et lorsque les blessés ont été soignés, il y a eu une rapide enquête dans laquelle on leur a fait comprendre qu'il ne fallait plus parler de cette affaire, parce qu'eux étaient témoins, savaient que c'était des avions israéliens qui les avaient mitraillés sur le pont, que c'était une torpille israélienne qui avait coulé dans la deuxième soute, qui avait fait 25 morts en une seule frappe. Et donc ce scandale a été étouffé par les médias américains. J'en ai parlé dans l'émission que j'ai faite avec Mike Borowski lundi. Vous pouvez voir cette émission. À ce sujet, je voudrais dire qu'il y a quelque chose. Vous savez que j'ai réalisé 81 vidéos depuis que j'ai créé la chaîne Gérard Chevrier en mai 2023. Et ces 81 vidéos représentent un travail énorme et c'est une véritable bibliothèque. Et je trouve dommage que, alors que maintenant nous avons des vidéos qui font 155 000 vues sur notre petite chaîne, il y en a d'autres à 60 000, 100 000, etc. Eh bien, on peut dire les 40 premières vidéos qui représentent un travail considérable et beaucoup d'informations qui sont très importantes. Notamment, il y a 2 vidéos dans lesquelles j'ai expliqué déjà, c'était en 2023, qu'en 2045, l'Europe n'aurait plus de pétrole. 2045. Non, ce n'est pas parce qu'il n'y aura plus de pétrole dans le monde, mais l'Europe n'y aura plus accès. Et donc, il faut regarder ces 2 vidéos, elles sont très importantes, et malheureusement, elles font même pas 5 ou 6 000 vues. Alors pourquoi ? Parce que la plupart du temps, surtout que c'est gratuit, et vous pouvez y avoir accès, et donc la plupart du temps, les gens ne savent pas en fait comment accéder. Donc je vais vous faire voir ce qu'il faut faire pour ceux qui peut-être ne savent pas comment il faut faire. Donc quand vous prenez votre iPad ou un autre appareil, et donc vous demandez Gérard Chevrier, ça suffit, hein, et vous avez la chaîne qui vient à l'écran. Donc voilà l'écran. Et alors surtout le point important, c'est qu'ici vous avez un logo. Il faut cliquer sur le logo. Vous cliquez sur le logo et là vous avez ici donc un autre chose qu'il faut faire. Vous avez les 3 mots et vous cliquez sur vidéo. Donc quand vous cliquez sur vidéo, là je suis mal placé pour le faire, on va faire ça. Voilà. Là, vous avez toutes les vidéos qui remontent et vous allez avoir accès à cette bibliothèque que je vous recommande. Vous avez notamment, par exemple, ici, ça doit être, je suppose, je ne le vois pas, les explosions nucléaires. Là, ici, voilà, je crois que c'est la fin du pétrole. Alors j'avais mis un titre ironique sur la première et puis sur la deuxième.
vous allez avoir des informations tout à fait extraordinaires. Et puis là, après, vous avez certaines sur l'EPAC, d'autres sur comment la France a construit Dimona, voyez. Alors, toutes ces informations, évidemment, vous ne les aurez pas dans les grands médias, puisque toutes ces informations qui sont contenues dans le livre « La prochaine guerre sera nucléaire », que je vous recommande, parce que dans quelques mois, vous n'aurez plus cette possibilité de pouvoir avoir des informations écrites disponibles avec des informations qui vous permettront peut-être de sauver votre famille. N'attendez pas le mois de décembre pour le commander, parce que, à mon avis, on sera en rupture de stock et on ne sera probablement pas en situation de le faire imprimer. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire tout ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Néanmoins, je vais quand même, il faut quand même que je reparle de ce discours du professeur Marandi. Ce discours nous dit quoi? Il exprime déjà la détermination sans faille de ces gens qui ont souffert pendant des générations des sanctions américaines, la détermination sans faille de se battre. Et ça, l'Occident ne le perçoit pas, parce que l'Occident, c'est devenu des gens qui vivent dans le confort, dans la bêtise de la publicité permanente sur des chaînes de désinformation où on voit des choses de plus en plus débiles. Avant, il y avait quelques publicités qui étaient subtiles ou rigolotes. Maintenant, on est tombé dans des publicités débiles. Et évidemment, les gens sont de plus en plus... On voit tous ces gens qui s'intéressent au foot, tout ça, alors que la vie, actuellement, il faudrait faire des choses qui ne sont pas faites. Rien n'a été fait au niveau de l'information pour protéger la population civile des risques d'une guerre nucléaire qui se prépare. Parce que ce qui est important, là je peux le dire, les États-Unis sont dirigés par ce lobby de la finance aux États-Unis et notamment par l'EPAC. Alors, ils tiennent toute l'économie entre leurs mains, toutes les grandes entreprises, tous les fonds d'investissement, etc. Et ils ont délocalisé la plupart des grandes industries vers les pays où le niveau de salaire est très bas, et ça permet comme ça aux banques et à tous les réseaux financiers de faire beaucoup plus de profits. Et bien entendu, tout le savoir-faire qui était aux États-Unis et la production qui était aux États-Unis a été déplacée dans ces pays-là, et c'est la raison pour laquelle les États-Unis sont devenus très faibles. Alors, il est vrai que le niveau de culture des Américains n'a jamais été très élevé. En grande partie, il y a une élite intellectuelle, mais la plupart du temps, c'est des gens qui sont ras des pâquerettes. Hein. Ils ne se posent pas beaucoup de questions. Et donc, on a évidemment ce qui mérite, en quelque sorte, mais ils sont dirigés par Israël. C'est Israël qui dirige les États-Unis depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Eh bien, les Israéliens, eux, par contre, sont très cultivés, très intelligents et au courant de tout. Et quand ces gens-là, l'état-major israélien, engage l'armée israélienne et l'armée américaine dans une guerre dont ils savent pertinemment qu'ils n'ont aucune chance de gagner avec des moyens conventionnels, eh bien, je dis, ils l'ont fait parce qu'ils ont l'intention d'utiliser l'arme nucléaire. C'est aussi simple que ça. Et les gens ne le comprennent pas. Mais bien entendu, des gens intelligents qui ont fait déjà une expérience au mois de juin l'an dernier, en attaquant l'Iran, et après 12 jours, il n'y avait plus de capacité de se battre, il n'y avait plus de missiles antimissiles, il n'y avait plus de munitions. Ils le répètent
Et à cette époque, là encore, vous pouvez regarder dans mes vidéos, j'ai fait une vidéo sur laquelle il n'y a rien à changer. J'ai écrit, mais c'était en quelque sorte, vous savez, les titres, on est obligé de faire un peu les slogans. J'ai écrit, dans 6 mois, Tel Aviv ressemblera à Gaza. Vous pouvez le voir dans mes vidéos. J'aurais pu dire, j'ai dit 6 mois parce que c'est une formule consacrée. J'aurais pu dire dans 8 mois. Mais en fait, nous sommes maintenant 8 mois plus tard, et je peux vous dire que Tel Aviv commence à ressembler à Gaza sur le plan matériel. Alors bien sûr, il y a très peu de blessés, il y a très peu de morts en Israël, parce qu'ils ont eu l'intelligence de construire des abris NBC sous chaque immeuble, sous chaque centre commercial, partout, il y a des abris nucléaires, bactériologiques, chimiques. Ce que la France s'est refusée de faire. Alors, un immeuble peut être percuté par un missile, s'écrouler, les gens qui sont dans l'abri NBC vont sortir vivants. Parce que si eux n'ont plus la capacité d'ouvrir la porte, les gens à l'extérieur, eux, peuvent le faire. Et donc, ça a été, si vous voulez, le but de tout le travail que j'ai fait pendant des années, d'essayer de faire prendre conscience aux autorités politiques qu'il fallait construire des abris, qu'il fallait organiser la protection civile. Et rien n'a été fait. Dans quelque temps, je reviendrai là-dessus, ça sera l'objet d'une véritable campagne que je vais mener si on me la laisse mener, parce que, bien entendu, je dérange beaucoup de monde. Mais voilà. Alors, oui, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a 8 mois, j'avais vu juste, aujourd'hui, Tel Aviv commence à ressembler à Gaza, sur le plan matériel, des dégâts considérables. Il faut savoir que toute personne, la censure bloque tout, toute personne prise en train de filmer des destructions dans Tel Aviv risque 5 ans de prison. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'images qui partent depuis là-bas, mais c'est vraiment des discussions. Et surtout, ce qui est important, c'est que jusqu'à présent, les Iraniens n'ont fait que vider leur stock de missiles qui ont été fabriqués en 2012, en 2015. Vous vous rendez compte, des missiles qui ont plus de 10 ans, et ils vont commencer à taper dans des missiles qui sont beaucoup plus performants, beaucoup plus puissants, et donc ils sont préparés pour faire une guerre qui va durer non pas quelques jours, mais plusieurs mois. Sauf si la partie en face capitule. Ça a été dit dans le discours de Marandi. Eh bien, comme je ne crois pas que les Israéliens sont décidés à capituler, il faut s'attendre à l'utilisation d'armes nucléaires de la part des Israéliens ou des Américains. Le prétexte, ce sera que l'existence d'Israël est menacée et donc ils sont en droit d'utiliser une arme nucléaire. Et si l'arme nucléaire est utilisée par les Américains, eh bien c'est parce que certainement des missiles iraniens auront coulé un porte-avions, et là le symbole sera très fort, et l'opinion publique américaine sera d'accord pour raser en quelque sorte la population iranienne de ce pays, au même titre que quand les Japonais ont attaqué Pearl Harbor, eh bien l'opinion publique américaine était galvanisée et était tout à fait prête à aller jusqu'au bout, jusqu'à utiliser les armes nucléaires qu'ils ont utilisées en août 1945. Donc voilà la situation. Franchement, on reviendrai vers vous dans quelques temps, puisque là je rentre de voyage, et on essaiera de vous apporter encore des informations. Pensez à regarder toutes les vidéos que j'ai faites qui contiennent beaucoup d'informations et qui sont gratuites d'accès. Pensez à acheter ce livre, parce que il est peu probable qu'on pourra faire une réédition. Actuellement, on peut fournir. Dans quelques temps, on n'aura plus de livres à vous expédier. Donc, à très bientôt, sûrement la semaine prochaine.